Bonjour à tous et toutes nos excuses pour ce retard à l'allumage. Nous avons eu un gros problème de réseau. Bienvenue dans cette nouvelle émission BioM, l'émission du SDB créée pour les biologistes médicaux et tous ceux qui s'intéressent à la biologie médicale. Aujourd'hui, nous allons être en plein dans l'actualité puisque nous allons traiter deux sujets autour de la Covid, toutefois sous deux angles peu traités jusqu'ici, puisque dans le focus, nous allons avec l'équipe MADP traiter de problème des réclamations patients suite à un dépistage Covid. Puis dans le grand entretien, François Blanchecotte échangera avec ses confrères allemands et italiens pour voir comment les uns gèrent la crise sanitaire. Je vous propose, sans plus attendre, je m'ai assez attendu comme ça, je vous propose de passer tout de suite au focus. Le thème choisi pour ce focus est très pragmatique puisqu'il s'agit de revenir sur les réclamations des patients suite à un test Covid-19. Il s'agit aussi de voir comment éviter une deuxième vague de réclamations. Madame Penn, vous êtes directrice du pôle Pro Santé de la MADP. Pouvez-vous nous en rappeler en quelques mots ce qu'est la MADP et que l'on comprenne du coup pourquoi vous êtes complètement légitime pour aborder ce sujet avec nous ce soir? Bonsoir à tous. Je remercie le syndicat des biologistes pour cette invitation. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Degas, je suis en charge de la direction du pôle professionnel de santé au sein de MADP. Donc, qui est la MADP? La MADP, c'est une mutuelle d'assurance des professionnels spécialisée autour de la pharmacie, donc pharmacie d'officine et pharmacie et laboratoire de biologie médicale, depuis plus de 130 ans. Donc en fait, on n'est pas là par hasard, c'est notre ancrage, notre histoire, c'est notre ADN. La mutuelle a été créée par des pharmaciens soucieux de sécuriser leur activité professionnelle. On sait ce que c'est d'assurer des plateaux techniques, on sait ce que c'est d'assurer des sites de prélèvement, on sait mettre en place et programmer et établir un programme d'assurance pour les laboratoires. Quelques chiffres, et je vais être très rapide. La mutuelle d'assurance des professionnels, MADP, réalise 40% des parts de marché de l'assurance des laboratoires en France. Les 5 premiers groupes de laboratoires sont assurés au sein de notre structure. Donc la stratégie du groupe à très court terme, c'est de renforcer son positionnement sur ce segment-là, sur le segment des laboratoires de biologie médicale, bien sûr, d'où la création d'un pôle dédié spécifiquement aux professionnels de santé. Et c'est aussi aller à la conquête du marché de l'assurance en Europe. Donc voilà. Merci, c'est très clair. Marie Bertano, vous êtes juriste contentieux, oui. Toujours à la MADP. Pouvez-vous nous en dire plus sur le phénomène des contestations patients à des dépistages Covid? Combien, pourquoi, comment les éviter? Alors, en fait, il faut dire que lorsque nous préparions l'intervention au cours de cette émission, il y a quelques mois, en fait, on ne pensait pas du tout à ce thème en particulier. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la réalité s'est imposée à nous. Depuis 2 mois environ, nous recevons des mails donc de laboratoire, des courriels, essentiellement pour des pré-plaintes de patients suite à des incidents plus ou moins importants qui ont émaillé donc la communication des résultats Covid. Alors malheureusement, ces pré-plaintes-là, au fil des semaines, ont abouti sur des déclarations de sinistres qui, pour l'essentiel, ont ouvert droit à l'indemnisation. Donc, il nous est apparu vraiment important, nécessaire de faire un petit focus sur ces réclamations-là, de faire de la prévention pour les éviter, parce que la plupart, on va dire plus de 50% de ces réclamations peuvent être évitées juste par de la prévention. Et également, donc, nous vous ferons un retour sur notre expérience en la matière. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 3 principaux motifs de réclamation des patients en matière donc, de tests PCR Covid. Le premier, c'est les délais de rendu des résultats. Le deuxième, c'est des mentions inexactes sur les résultats communiqués. Et le troisième, qui est le plus fâcheux, le plus ennuyeux, c'est les pertes de prélèvement. Donc, le premier motif, donc le délai de rendu des résultats, c'est vrai que c'est un peu surprenant au regard du contexte actuel. On sait tous que les laboratoires sont débordés, qu'il y a des files d'attente interminables au niveau des laboratoires. Donc, c'est surprenant de voir qu'on a des réclamations pour ce motif. Mais malheureusement, dans certains cas, ces réclamations sont fondées. Donc, c'est typiquement ce qui s'est passé à la sortie du confinement. Plusieurs patients se sont rendus auprès de laboratoires pour solliciter des tests Covid
en vue d'effectuer des voyages. Alors, ils ont sondé plusieurs laboratoires donc voilà, pour savoir si les délais de rendu étaient compatibles avec leurs demandes. Malheureusement, dans certains cas, les laboratoires se sont montrés un peu trop, on va dire, se sont un tout petit peu trop avancés sur le délai de rendu, se sont carrément engagés dans certains cas. Et à ce moment-là, ça transforme quelque part leur simple obligation de moyens en obligation de résultats. Donc, à la base, les laboratoires sont tenus d'une obligation de moyens en ce qui concerne le délai de rendu. Lorsque l'engagement pris par le laboratoire est tel qu'il conditionne le test fait par le patient, on peut basculer sur une obligation de résultat. Donc, c'est très important d'insister sur la notion selon laquelle, lorsque le patient se présente, il faut nuancer, on va dire, les engagements que vous pouvez prendre en termes de délai de résultat. Donc, la deuxième réclamation qu'on reçoit, elle porte donc sur les mentions, les mentions erronées, donc sur les résultats communiqués. C'est typiquement le cas de patients qui ont pris donc des rendez-vous en ligne sur des sites comme Doctolib. Et au moment du rendu du résultat, on ne sait pas pourquoi la date donc, qui figure sur le résultat est non pas celle du jour, mais la date plutôt de prise de rendez-vous. Donc, une fois à l'aéroport, ces patients-là sont interdits d'embarquer vu qu'ils ont un test qui ne leur permet pas donc d'embarquer. Donc, c'est des réclamations qui aboutissent donc sur le remboursement de billets d'avion, de remboursement de frais de voyage. Et le troisième motif donc de réclamation, qui est celui-là le plus, à notre sens, le plus grave et le plus ennuyeux, même pour l'avenir, c'est des pertes donc de prélèvement. Alors, c'est un vrai problème dans la mesure où qui parle de perte de prélèvement parle de problème de traçabilité. Alors qu'en matière de biologie médicale, la traçabilité donc, des tests permet au laboratoire de se dégager de sa responsabilité en cas de litige. Alors, si aujourd'hui, on a des tests qui sont perdus, donc des prélèvements perdus, cela veut dire quelque part que, en raison de la surcharge d'activité, les laboratoires ont de plus en plus de difficultés à tracer certains nombres de leurs tests. Donc, c'est une problématique qui, pour nous, est assez inquiétante et sur laquelle on aimerait attirer votre attention. C'est vrai qu'il y a le contexte actuel, mais la législation reste en vigueur et il faut être particulièrement vigilant sur la traçabilité, donc notamment de ces tests-là, en prévision justement du contentieux Covid qui s'annonce dans quelques mois, voire dans quelques années. Donc, voilà, pour éviter, on va dire, ces réclamations, nous avons 3 mots-clés: affichage, contrôle, traçabilité. Sur l'affichage, nous vous conseillons très vivement d'afficher de manière apparente sur la vitrine du laboratoire, sur la vitrine, la mention selon laquelle le laboratoire ne s'engage en aucune façon sur les délais de rendu qui ne sont donnés qu'à titre indicatif. C'est une petite phrase, mais qui a tout son sens et qui permet, on va dire, de contenir un tiers du contentieux. Donc, c'est très important de l'afficher en caractère apparent sur le laboratoire. Ça permet de communiquer l'information à tout le monde et tout le monde sait que le laboratoire ne s'engage pas. Sur le contrôle, on vous demande juste un contrôle visuel au moment du rendu du résultat, juste un petit contrôle visuel pour s'assurer que des éléments comme la date et le nom sont corrects. C'est tout simple, ça prend quelques secondes et ça évite également donc une bonne partie du contentieux. Et sur la traçabilité, on ne peut que vous engager à redoubler d'efforts. On sait que vous êtes déjà au maximum, mais redoubler davantage d'efforts sur la traçabilité afin d'éviter effectivement ce problème qui est assez grave, le problème de la perte donc, de prélèvement. Ensuite, sur le dernier point donc, que j'aimerais donc, aborder avec vous, c'est sur la fiabilité donc, des tests. Aujourd'hui, c'est vrai que chez MADP, nous avons un seul cas donc, de réclamation dans lequel la question donc, de la fiabilité donc, des tests est un tout petit peu mise en avant. Mais cette problématique-là, on va dire, elle peut s'avérer quelque peu complexe pour nous autres
pour nous autres, on va dire, assureurs, eu égard même à la particularité donc, des tests et la particularité donc, du Covid. Sur ce point-là, je vais laisser donc la parole à notre médecin français, le docteur Vigier, qui va nous apporter donc quelques petits éléments donc, de précision justement sur la difficulté qu'on pourrait avoir nous autres donc, assureurs d'un point de vue médical, nous autres assureurs à on va dire, à aborder donc cette question de la fiabilité donc, des tests. Très bien. Bon, D'accord. bonjour. Docteur, vous êtes méthodologiste. Oui. Je suis médecin conseil et donc je siège, je travaille à la Mutuelle des pharmaciens où je m'occupe des dossiers de responsabilité médicale. Bon, je pense que sur le Covid, il faut en effet rester très très prudent parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes qui persistent tant sur la période d'incubation que sur les périodes de contagiosité. Donc il faut, je crois, quand même bien préciser que le test est fiable à 100% lorsqu'il est positif, que lorsqu'il est négatif, on peut avoir des faux négatifs qui sont en rapport avec des problèmes de prélèvement. C'est un prélèvement qui est quand même assez délicat à faire. Et si vous n'allez pas suffisamment loin dans l'oropharynx, vous pouvez toujours très bien avoir un test négatif. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Il faut savoir également qu'on peut très bien prélever quelqu'un qui va être négatif à J0 au jour où on le voit et qui peut s'avérer positif 3 jours plus tard. Donc, je pense qu'il faut être très très prudent là-dessus. Pour en revenir sur les mentions erronées sur les résultats, on s'est en effet rendu compte que la mention qui apparaissait sur le résultat était la mention la date à laquelle le rendez-vous avait été pris sur Doctolib en particulier. Et donc, il n'y a souvent pas de vérification de la date du prélèvement lorsqu'on signe le résultat, ce qui peut se concevoir. Donc, je pense qu'il faudra en effet peut-être donner un petit document au patient en lui disant que si c'est pour un voyage, qu'il vérifie bien si la date du prélèvement correspond bien. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas s'engager sur les délais parce que vous êtes, en tant que biologiste, soumis à des contraintes. Ça peut être une panne d'un automate, ça peut être une rupture de réactif, comme c'est arrivé récemment. Et si votre automate est en panne, eh bien, vos délais de 48 heures ou de 24 heures ou de 72 heures ne pourront pas être respectés. Donc là, on peut considérer que c'est ce qu'on appelle la cause étrangère qui peut nous exonérer de notre responsabilité, mais je pense qu'il faut en avertir les patients. C'est vraiment quelque chose d'important. Bon, pour ce qui est des tests, autrement, je pense qu'on arrive à une très très bonne. Enfin, le docteur Blanchecotte, qui en a beaucoup d'expérience, ne me contredira pas. La sensibilité est excellente à l'heure actuelle, mais reste le problème du prélèvement, qui est une étape importante. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait cerné dans nos refaits. Alors il faut savoir que le contentieux, ça peut aller assez loin. Enfin, le dommage peut être assez loin. C'est quand vous avez toute une famille qui a prévu un voyage assez loin et qui ne peut pas partir, eh bien, le préjudice porte sur la totalité des frais du voyage. Donc, c'est pas simplement une indemnisation minime. Et c'est en plus un contentieux qui pourrait être assez facilement, à mon avis, évité. D'accord. Juste une question avant qu'on close cette partie. Actuellement, de la contestation, on passe au contentieux. Et aujourd'hui, comment vous gérez? Vous avez pas pour l'instant, il n'y a pas de contentieux. Il y a juste de la contestation que vous êtes en train de traiter. En est où dans l'évolution des dossiers? Mais pour le moment, il y a l'enregistrement des dossiers et après, il y aura une analyse des dossiers, qui va être faite cas par cas pour savoir si le dossier mérite une réparation de son préjudice ou pas. C'est-à-dire que bon, si quelqu'un se plaint d'avoir eu un résultat faussement négatif et qu'il a développé le Covid 5 jours plus tard, c'est bien entendu un dossier qu'on va vraisemblablement pas prendre parce qu'il il y a très très peu de faux négatifs. Donc il y a quand même un certain nombre de dossiers qu'on pourrait éliminer. Mais on a eu, je crois que Marie-Berthe corrige-moi, mais je crois qu'on a eu qu'un seul dossier sur la mise en doute d'un résultat. Et le reste, c'est essentiellement des problèmes de billets d'avion de personnes qui n'ont pas pu partir, qui ont été refoulées à l'aéroport parce que le délai était antérieur aux 72 heures, je crois, qui sont réclamés pour les vols internationaux. Madame Tano, une dernière précision? Oui, alors j'aimerais juste préciser que pour l'instant, on n'a pas encore de contentieux judiciaire à proprement parler donc sur ces types de dossiers-là. Mais là où nous sommes inquiets, c'est surtout pour les cas de prélèvement perdu.
pour ce type de dossier-là, effectivement, à l'avenir, si on a un contentieux, on peut être embêté parce qu'on n'a pas de trace, justement, où on a perdu la trace du prélèvement quelque part. Donc, c'est vraiment pour ces contentieux-là qu'on est beaucoup plus inquiet. Voilà. Comme le disait le docteur Vigier, pour des délais ou pour des mentions erronées, c'est essentiellement un préjudice pécuniaire, donc qui a un coût, mais qui s'évalue assez facilement. Pour la perte de prélèvement, ça peut avoir une incidence même dans plusieurs années. Donc, c'est quand même un tout petit peu plus embêtant. Oui. Je vous remercie beaucoup pour vos... Oui. Je disais qu'on avait du mal à expliquer la perte de prélèvement. On n'arrive pas à la chiffrer. Je ne sais pas si le docteur Blanchecotte a une notion de ce genre d'incident. On y reviendra tout à l'heure parce que le docteur Blanchecotte n'est pas à l'écran pour l'instant. Pour vos éclairages, nous allons passer au grand entretien et tout de suite le générique et je vais vous donner la parole au docteur Blanchecotte. Ce grand entretien, en fait, un double entretien, puisque François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes, vous allez dialoguer avec deux confrères, allemands et italiens. Donc, j'ai nommé le professeur Mariam Clouche, présidente directrice générale du laboratoire de Brême et présidente du comité scientifique international des GIB, et le docteur Marino Corrado, responsable à l'étranger de l'Ordre national des biologistes romains et vice-président de l'ECBA. François, je vous laisse pour votre entretien. C'est à vous. Écoutez, merci. D'abord, je suis très heureux de vous avoir, mes chers collègues, et puis surtout dans une période aussi tendue qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez, comme chez nous, ces fameux tests antigéniques qui arrivent, et donc on en parlera si vous voulez à la fin. Je voudrais simplement vous remercier d'abord de votre présence et vous demander dans un premier temps quelle est la situation en quelques mots, la situation sanitaire de votre pays. Mariam, si tu veux prendre la parole en premier pour dire. Oui, d'abord, merci François, président, de m'inviter. En Allemagne, on a une situation qui a un peu développé du début mars, où on avait un grand nombre de cas, mais un déclinement très... vous m'entendez? Moi, je suis très hachée. On a jusqu'à présent, on a 316 000 cas positifs et environ 9 800 décès, mais on n'a qu'une hospitalisation à peu près de 1000 personnes et le nombre des hospitalisations est assez constant. Il y a une très petite augmentation maintenant, mais c'est assez constant. Et la stratégie, apparemment, a ménagé à vraiment contenir le tas des infections en Allemagne. Merci, Mariam. Corrado, pour l'Italie. Oui, bonsoir à tous. Alors, en Italie, après la contraction de l'épidémie au mois de juillet, il y a eu une salante aggravation. Il semble être aujourd'hui à un stade avancé avec des flambées au foyer, en famille et en milieu scolaire. Il faut souligner que l'augmentation des cas positifs ne doit pas être considérée dans l'absolu, car elle est bien sûr liée à l'augmentation significative des tampons qui ne sont plus limités aux sujets symptomatiques. Pour encadrer les chiffres de la pandémie, il faut dire que le nombre d'habitants en Italie est de 60 millions. 424 000 personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie et 30 600 sont décédés, presque le 9%. Il y a actuellement 134 000 positifs, dont 109 000 asymptomatiques, et environ 95%, et 6 600 hospitalisés, et 700 en réanimation, presque le 10%. L'alarme dérive d'une augmentation quotidienne des positifs qui dépasse 11 000 unités par jour, pour atteindre les 9% des positifs du jour 19
contre le 6% du jour 17 octobre. Au cours des 30 derniers jours, il y a eu 85 000 cas avec un âge moyen de 42 ans, avec 39 décès et 28 500 guéris. Les professionnels de santé infectés étaient 2900, presque le 3,5% désinfectés. Au quotidien, il y a une tendance à la hausse rapide des admissions en réanimation. Des lits dans d'autres branches spécialisées sont en cours de conversion. Merci beaucoup, Marino. La deuxième question qu'on se pose en France, c'est finalement comment vous vous êtes organisé. Qu'est-ce qui a évalué? Est-ce que vous avez fait des tests de masse? J'ai un peu la réponse déjà pour l'Allemagne puisque vous avez commencé très tôt. Mais comment vous avez fait? Est-ce que c'est des tests de masse ou est-ce que vous avez agi après une consultation d'un médecin, par exemple? Oui, alors chez nous, la stratégie nationale de la pandémie du dépistage du virus, c'était une stratégie très précise. On a d'abord, on voulait avoir une détection et pour avoir aussi une idée sur la distribution du virus en Allemagne. C'était pas une stratégie en masse, mais c'était déjà une stratégie un peu épidémiologique orientée. Mais à la fois, on avait toujours mis le focus sur la garantie des tests, d'avoir suffisamment de capacité de tests pour ceux qui sont malades et pour tous patients symptomatiques. Alors, on a priorisé ces patients dès le début. Et il était activement déconseillé de faire des tests sur demande pour n'importe quelle personne. Alors, on avait cette stratégie nationale. D'abord, tester tous ceux qui étaient symptomatiques, tous ceux qui étaient vus chez un médecin généraliste ou interne avec un soupçon de maladie. Mais aussi, en ce qui concerne les asymptomatiques, on a fait des analyses dès le début pour tous qui avaient des contacts. On a distribué le contact de première, deuxième et troisième catégorie. Pour ceux qui étaient à l'hôpital, là, on a fait plutôt une analyse très, très élargie avec tout contact autour d'eux, mais aussi pour ceux qui avaient des contacts à la maison ou bien pour ceux qui avaient des contacts plus de 15 minutes en parlant, en chantant, parce qu'on a vu pendant l'épidémie que disons, chanter, c'était un facteur de risque qu'on n'avait pas aperçu avant, parce que ça produit beaucoup de petites gouttes et on avait beaucoup d'infections en groupe, par exemple, dans les églises ou bien des écoles de musique, où ils chantaient ensemble, mais il n'y avait pas d'autres contacts. Alors, on a inclus tous ces groupes, mais on les a testés tous par biologie moléculaire. Ça, c'était le test recommandé dès le début, mais ça a changé maintenant depuis le 15 octobre où le ministère de Santé a aussi inclus les tests antigénétiques, mais sous certaines conditions dans notre stratégie, mais je pense qu'on va en parler plus tard. Tout à fait. Merci beaucoup, Mariam. Corrado, pour l'Italie. Dans la plupart des régions récemment, on a donné la possibilité aux laboratoires privés d'exécuter les tests de PCR COVID aux frais des patients. Cela entraîne une augmentation des prélèvements qui étaient effectués gratuitement par le service de santé publique. Les dépistages sont effectués dans les aéroports ayant des escales internationales, les écoles, avant les admissions à l'hôpital, dans les clubs sportifs, les communautés, les drive-in dans les voitures. De plus, ils sont pratiqués sur instruction des médecins généralistes, des pédiatres, des médecins du travail, des directeurs de santé des maisons de retraite pour personnes âgées, qui sont des sources importantes de contagion.
et cela sur la base de symptômes ou de contacts qu'on a eu avec des sujets positifs. Les résultats positifs et négatifs sont communiqués au bureau de prévention de chaque territoire qui active les procédures vers les positifs. Pour le dépistage de masse, l'Organisation de santé publique utilise des tests sérologiques rapides et des tests antigéniques rapides. Les tests salivaires sont en observation. Certaines régions ont l'intention d'autoriser l'utilisation des tests d'autodiagnostic rapide en vente dans les pharmacies. Et je crois que cela conduira certainement à des statistiques épidémiologiques incorrectes et à une confusion totale. Dans tous les cas, les tests rapides positifs doivent ensuite être répétés avec la méthode de la PCR et le sujet est toujours placé en isolement. Les laboratoires d'analyse privés effectuent que des tests avec la méthode PCR. Si nous employons en Italie le test selon Drosten, qui recherche les 13 antigènes E, N et R du RP. Le test est positif pour le gène RDRP et au même moment au gène E ou en alter au gène N est considéré comme positif. Mais nous avons vu qu'il y a beaucoup de pas spécifiques. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques, presque le 95%. C'est fini, c'est tout. Merci beaucoup Marino. Alors maintenant, j'ai une question pour votre exercice de tous les jours. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? Comment se sentent les biologistes chez vous? Est-ce qu'ils ont eu le sentiment finalement de s'être bien organisés? Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui des délais de résultats que vous donnez dans vos pays respectifs? Mariam. Oui, ça c'est une question un peu difficile. Alors en Allemagne, on fait environ 1,5 million d'analyses de SARS coronavirus 2 par semaine. 3/4 d'entre eux, alors 1 million, c'est fait par les laboratoires privés de terrain. Le reste, c'est dans les hôpitaux, dans des autres centres ou bien aussi, bien sûr, dans l'université. Et normalement, nous tous, on est des biologistes en Allemagne, on est des médecins de médecine laboratoire. Notre focus, ce sont des patients, ce sont pas des voyageurs ou bien des groupes qui rentrent dans les analyses maintenant et qui ont des demandes de tests et aussi de réponses de tests d'une manière très très rapide qui était inaperçue. On n'avait jamais eu une telle situation. Le sentiment des biologistes, il faut dire, notre focus, de toute façon, ce sont les patients et ce sont toutes les maladies, pas seulement Corona et Covid. Et on doit gérer notre laboratoire en ce moment d'une manière de recevoir des masses d'analyses sur n'importe quel temps, d'une manière qu'on n'est parfois pas utilisée, des aéroports d'une manière qui est pas bien structurée, mais on doit quand même dans le laboratoire trouver des solutions pour tous ces moments. D'autre côté, on a des changements disons légales, des ordonnances, des recommandations politiques qui changent d'une manière très très vite. Parfois, c'est trop vite pour répondre d'une manière sérieuse comme on travaille normalement. Mais les biologistes en Allemagne, ils sont bien organisés, comme en France d'ailleurs. Et nous, on s'aide ensemble. On a organisé plusieurs task forces dans les universités, mais surtout aussi dans la médecine délocalisée du territoire privé pour travailler ensemble, pour s'aider entre nous dans cette situation vraiment qu'on n'a jamais eue dans notre vie professionnelle, pour bien travailler pour tous les patients. Un petit mot sur le délai de résultat.
Ah, les délais. Oui. Nous, on fait une priorisation. Alors, pour les patients, tous les patients et les contacts des patients, il n'y a pas de délai. Normalement, les résultats sont rendus le même jour ou bien le prochain jour. Alors, le plus tard, c'est dans 24 heures. Mais pour tous les autres, la situation est très hétérogène. Il y a des laboratoires avec des bons délais, des délais quelques jours, jusqu'à 5 jours. Mais en général, notre laboratoire, on fait environ 1000 analyses tous les jours, y inclut le week-end. On n'a presque pas de délai. Presque tous les résultats sont rendus le même jour ou bien le matin du prochain jour. Ouais. Merci, Mariam. Merci beaucoup. Corrado, l'Italie? Oui, en Italie, certains laboratoires privés ont augmenté à la fois le personnel et l'équipement nécessaires pour effectuer un grand nombre d'essais. Ils ont engagé des contrats de travail temporaires et acquis de nouveaux utiles. Les laboratoires publics délivrent les essais dans les 48-72 heures. Les laboratoires privés jusqu'à 1500 essais par jour, entre les 24 heures et rarement entre les 36 heures. Pour l'établissement public, il y a le problème de la gestion des files d'attente et des rassemblements. La biologie, non, c'est fini. Le nombre d'analyses que dans les concentrations de laboratoire en toute l'Italie, on fait 100 000 analyses par jour. D'accord, très bien. Comment se passe la vie dans vos laboratoires? Nous avons eu, nous, évidemment, un peu de mouvements sociaux, une revendication de nos personnels. Nous avons eu aussi à affronter, en fait, des tensions à la fois sociales. Est-ce que c'est la même chose? Et au point de vue du matériel, des réactifs, des consommables, est-ce que vous avez des difficultés ou pas pour vous approvisionner sur le marché mondial? Mariam? Non, aujourd'hui en Italie, pardon. Attends. Mariam, okay. Vas-y. Alors pour l'Allemagne, on a fait tous les laboratoires, on fait des investissements graves de matériel, de machines, pour les PCR, pour la isolation de la ADN. Et aussi, on a fait beaucoup d'investissements pour le personnel. On a employé beaucoup plus de personnel pour surtout la biologie moléculaire. Et comme vous savez, c'est à l'intérieur de la médecine laboratoire, la biologie moléculaire, c'est un cas très, très compliqué. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. C'est un travail très, très délicat. On ne peut pas juste employer n'importe quelle personne et la faire entrer dans cette spécialité. Comme ça, on a beaucoup de travail pour éduquer tout le nouveau personnel. Il y a évidemment des tensions parce que d'avant, c'était une partie très spécialisée du laboratoire qui travaillait de lundi à vendredi et allait à la maison normalement 24 heures. Maintenant, c'est une partie comme la partie de la médecine aiguë qui travaille jusqu'au soir, qui travaille le week-end, qui travaille les jours de congé, à Pâques, à n'importe quel jour. Et en même temps, en Allemagne, il y avait des législations qu'il y avait, par exemple, plus de place pour les jardins d'enfants. Alors, nos employés qui avaient des petits-enfants ne savaient pas où mettre leurs enfants le week-end et le soir, où ils devaient travailler. Alors, on a organisé beaucoup nous-mêmes et aussi d'autres laboratoires, évidemment. Il y avait beaucoup de tensions sociales entre les employés, entre les techniciens spécialisés, mais ils ont très, très bien travaillé parce qu'ils savaient toujours, il y a des patients, il y a des maladies, il y a la vie et la santé des gens derrière tout ça.
Et ce qui est très épuisant pour tout le monde et qu'on ne sait pas quand ça se termine. Tout le monde a pensé, oui, peut-être l'été c'est fini, mais maintenant on doit dire à ses collègues, aux employés, ça va durer beaucoup plus longtemps, hein, jusqu'à l'année dernière, l'année prochaine. Et c'est pas vraiment, disons, une deuxième vague qui était mentionnée plusieurs fois. C'est la physiologie des virus. Tous les virus respiratoires augmentent dans la saison du froid, en novembre jusqu'à mars, et ça peut continuer. Le virus est introduit dans les sociétés, ça va rester comme tous les autres coronavirus, et on doit trouver des moyens de travailler, aussi d'adapter notre travail à cette nouvelle situation. Merci beaucoup. Corrado, pour la télé. Oui, chez nous, la demande des armes se concentre sur le Covid. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de problème pour acquérir les kits. Les autres maladies semblent oubliées. Les hôpitaux publics ont été fermés dans certaines régions et les admissions ne sont possibles qu'en cas d'urgence. Il y a eu une mortalité plus élevée due à d'autres maladies, principalement la cardiologie et le cancer. Mais si vous pensez que la mortalité due aux seules infections hospitalières est presque 50 000 unités dans l'indifférence totale, il faut croire que l'allongement des listes d'attente ou le blocage des hôpitaux n'ont d'importance. Certaines régions sont à court de budget économique pour les soins de santé de ville. Cela provoque le paradoxe que les citoyens ne peuvent pas aller dans les ambulatoires publics qui sont fermés et doivent payer les prestations sanitaires chez les laboratoires privés. En fait, les soins de santé gratuits sont suspendus. Cependant, l'augmentation du personnel des établissements privés et la faible demande des SAM ordinaires n'ont posé aucun problème. Ok. Et est-ce que vous avez eu des tensions sociales? Non, tu as répondu un tout petit peu. Est-ce que ça a créé un malaise dans vos personnels, non, le fait d'avoir cette augmentation d'activité? Ben, c'était une situation très spécifique. Alors, d'un côté, il y avait une augmentation, un croissement énorme de demandes d'analyse de Covid. Mais de l'autre côté, c'est un peu comme Corrado l'avait dit, les salles d'opération étaient réduites à ces opérations qui étaient absolument nécessaires. Et la médecine, disons, générale, médecine laboratoire générale, a eu un déclinement vraiment inaperçu. Comme ça, on avait d'un côté beaucoup plus de travail que normal, de l'autre côté beaucoup moins. Et ça crée des tensions à l'intérieur de l'hôpital, mais ça crée aussi des tensions dans la société qui doivent attendre pour des opérations pas tellement urgentes, mais quand même nécessaires. Et il y avait aussi beaucoup de tensions, évidemment, hors de l'hôpital et hors de la médecine laboratoire à cause de l'économie qui décline, à cause de toutes les possibilités de faire autre chose pour se calmer. Il y avait, les restaurants étaient fermés ou bien ouverts seulement quelques heures. Il y avait presque plus d'activités sociales, les théâtres étaient fermés, les musées, tout ça, le sport était plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux gens pour un petit peu avoir un autre poids, pas que le travail, mais aussi autre chose. C'était un temps très, très difficile qui est maintenant devenu un peu plus facile, mais on a l'impression que pour l'hiver, ça va recommencer, toutes les restrictions qui frappent les laboratoires, mais qui frappent toute la société. Hein. Merci, Mariam. Corrado, un tout petit mot sur l'évolution dans les laboratoires. Est-ce que ça a changé les rapports entre les personnels? Est-ce que... Il n'entend pas.
Je pense qu'il n'entend plus. Tu nous entends? Je dois parler, moi? Oui, tu nous entends ou pas, non? Il nous entend plus. Ok, Donc, alors, moi qui parle. Alors, tous les diagnostics et une grande partie de la recherche en Italie repose sur les épaules des biologistes. Mais en Italie, nous avons une grande ressource, le volontariat. En effet, la plupart d'entre eux sont des volontaires ou des stagiaires non rémunérés dans les hôpitaux, dans les universités, dans les centres de recherche. Et cette crise n'a pas changé leurs conditions structurelles et économiques. Les tensions, la position de leader dans les activités analytiques ne s'accompagne pas des conditions de travail structurelles, ce qui crée de fortes tensions. Mais la passion et le professionnalisme des biologistes sont plus forts que l'état déprécié dans lequel ils se trouvent. L'ordre des biologistes est intervenu à plusieurs reprises et n'a obtenu que des applaudissements et des promesses, comme c'est toujours le cas en Italie. Et c'est bien. merci beaucoup. Un dernier mot peut-être sur le fait du regard de l'administration, de vos collègues médecins, infirmiers, toutes les autres professions de santé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous, biologistes, vous êtes regardés de façon plus positive sur le fait que vous ayez permis de faire tous ces diagnostics? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est pas nécessairement la vue des collègues cliniques, professionnels, des médecins, chirurgiens ou internes. Avec eux, on avait toujours des très bonnes relations à cause de nos conseils, à cause de nos recommandations de traitement, disons, pour les maladies infectieuses, pour les maladies compliquées de coagulation. Mais le point que tu as fait, c'est pour la population en général. Parce que le laboratoire était toujours pour les gens quelque chose comme une black box où ils savaient pas ce qu'ils font. Maintenant, beaucoup de gens ont bien compris que c'est le laboratoire qui fait les diagnostics, qui fait le suivi des traitements et qui est indispensable pour leur santé. Il y a beaucoup de demandes de gens en population en général de savoir un petit peu plus sur le laboratoire. Par exemple, ici, il y a des gens qui viennent donner des fleurs ou des petits pralinés au laboratoire pour les gens parce qu'ils travaillent pour tout le monde, pour la santé et luttent contre cette pandémie. Ça, je pense, c'est une des très, très peu choses qui sont vraiment bien, qui sont sorties de cette pandémie, qu'on voit un petit peu plus l'importance du laboratoire dans le centre et pour la santé de l'individuel et la santé aussi de toute la société. Merci, Mariam. Corrado? Oui, c'est la même chose chez nous. Les laboratoires sont beaucoup appréciés parce que ils font pratiquement la diagnostic de toutes les maladies et en ce cas du Covid. Nous sommes beaucoup appréciés dans la population et même nous travaillons beaucoup, mais nous sommes satisfaits de notre travail et de nos sacrifices. Merci. Une dernière question avant de passer la parole aux auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez des tests antigéniques? Puisque nous, en France, ils vont être distribués, en Allemagne aussi, en Italie aux aéroports. Donc, quel est votre avis sur ces tests rapides antigéniques que pourront faire? Alors, chez nous, tout le monde peut les faire, les infirmières, les pharmaciens, les médecins. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors tout d'abord, en Allemagne, les tests antigénétiques sont introduits dans la stratégie nationale maintenant depuis le 15 octobre, mais ils sont deuxième ligne. C'est deuxième ligne après la biologie moléculaire et tous ces tests antigénétiques doivent être confirmés, tous les tests positifs doivent être confirmés par les tests moléculaires. Mais en ce moment, d'abord,
on ne peut pas les recevoir, l'industrie ne peut pas nous procurer avec ces tests. Et tous les tests antigénétiques qui sont en phase de tests avant l'introduction n'ont pas une spécificité et sensibilité comparable aux tests moléculaires. Alors, ils sont très bien pour ceux qui ont un taux de virus très élevé comparant à CT de, disons, 21 jusqu'à 25. Pour ceux, ils sont bien. Mais pour les patients qui sont au début ou à la fin de l'infection et qui ont toujours un taux de virus pas négligeable qui est positif en PCR, ils sont presque tous négatifs ou au moins c'est pas clair. Comme ça, nous, en tant que biologistes, on n'aimerait pas de recommander ces tests en première ligne. Et en plus, il y a beaucoup d'aspects de pré-analytique qui sont aussi importants pour le résultat. Alors, les tests doivent, à notre avis, être analysés dans le laboratoire avec du personnel qui se connaît très, très bien. Merci. Corrado, un petit mot sur ces tests antigéniques? Oui, je déjà l'ai dit. En Italie, les tests salivaires ne sont pas encore employés. Le public emploie les tests rapides, les tests antigéniques et même les tests sérologiques. Mais on doit toujours confirmer les cas positifs. Je ne sais pas si la spécificité des tests antigéniques soit la même des tests en PCR. Les laboratoires privés sont autorisés seulement pour les tests PCR qui eux-mêmes ont des problèmes de non-spécificité. Comme je dis, même le nombre de cycles d'amplification utilisés, qui souvent est plus de 39 et certains vont jusqu'à 45 cycles. Et tout ça peut déterminer des fausses positives. Mais on doit toujours confirmer avec la PCR les tests rapides. D'accord. Bruno, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une première question générale et puis aussi je laisserai le docteur Vigier si vous avez une question ou un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit dans l'échange. Alors, mais j'ai une première question sur la deuxième vague. Est-ce que vous l'appréhendez aussi dans vos pays respectifs comme une deuxième vague et comment vous vous y êtes préparé si vous devez vous y préparer ou alors c'est la même chose que depuis mars? Mariam, tu réponds? Ah, ok. Alors, comme je l'avais dit, à mon avis, le point deuxième vague, c'est un peu irritant parce que toutes les maladies, tous les virus respiratoires augmentent dans la saison de l'hiver. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on avait prévu déjà en mars. Par exemple, ici, on a essayé de collectionner les réactifs de PCR, tout ça, pour ce qu'on a prévu, qu'il y a un taux plus élevé aussi, avec le taux plus élevé, on aurait aussi plus de patients. Un point très important que venait de dire Dr Vigier au début, c'est on a beaucoup de points qui sont pas qu'on connaît pas, la contagiosité, on ne sait pas à quel taux de virus c'est vraiment contagieux. Et on doit aussi adapter nos tests à ce point-là. Et peut-être ça, c'est une bonne opportunité, l'augmentation des cas en hiver pour solver cette question qui est importante, très importante pour nous tous. Merci. Docteur Corrado, pour la fameuse deuxième vague, comment vous y préparez ou alors vous êtes déjà prêt? Nous avons déjà acheté beaucoup de matériel pour analyser le Covid.
Et puis, déjà, on fait les vaccinations pour l'influenza, qui met quelqu'un dit que ces vaccins, on ne le doit pas faire pour le problème de cross-réactivité avec le corona. Nous n'avons pas de problème aujourd'hui pour acheter les kits, même pendant l'hiver. Et est-ce qu'il y a je vois passer une question sur est-ce qu'il y a une stratégie de double diagnostic pour séparer ce qui est grippe et ce qui est Covid? Est-ce qu'il y a ça chez vous ou pas? Double diagnostic de corona et de influenza et d'autres? Oui, tout à fait. Mais à ce moment, il y a des tests chez nous, on n'a pas les tests multiples qui seraient très très intéressants pour les enfants, disons Corona et RSV, et pour les adultes plutôt influenza et Corona, ce serait très très bien. Autrement, il nous faut 2 prélèvements parce qu'en général, les analyses d'influenza, ils sont faits par des tests antigénétiques, immunochromatographiques, et jusqu'à présent, pour tous les patients et les contacts, on fait toujours les tests moléculaires pour Corona. Comme ça, il nous faudrait 2 prélèvements des patients, ce qui serait certainement pas très agréable. Alors, il faut vous dire qu'en France, on est proposé certainement, à partir d'un prélèvement, de faire la grippe et le corona, l'influenza et le corona, par RT-PCR. Est-ce que dans vos pays, les industriels pensent aussi, ou vous pensez pouvoir utiliser de la biologie moléculaire pour la grippe? Mais il y a la biologie moléculaire, mais toujours il y a 2 choses. L'un point, c'est de faire les 2 PCR en un, ce qui serait très agréable et très bien, mais il y a des problèmes techniques apparemment de le rentrer, mais il y a des tests. Mais l'autre chose, c'est le remboursement de la sécurité sociale, qui ne fait pas de remboursement pour les tests moléculaires de l'influenza. Comme ça, on a aussi une situation, comme d'autres pays, qu'on ne peut pas faire le meilleur test, mais ce qui est recommandé. Ouais. Merci. Et ce qui est suffisant, mais pas parfait. Docteur Vigier? Non, rien à rajouter. C'était très intéressant, surtout de voir ce qui se passe aussi en Allemagne et en Italie. Donc, c'est très instructif d'avoir votre retour d'expérience. Alors, du coup, peut-être, moi, j'ai juste une question à ce que vous avez abordé tout à l'heure, docteur Vigier. Est-ce qu'en Allemagne et en Italie, on voit des recours des patients? Est-ce que vous êtes au courant de remontées patients qui sont mécontents de... J'ai plus enfin, on a plus au niveau de la société française de responsabilité, mais pas du dommage corporel, on a plus de contact avec les sociétés belges qu'avec les sociétés allemandes et italiennes. Donc, j'ai pas du tout d'informations sur ce qui se passe en Italie et en Allemagne. Et chez les Belges, vous rencontrez la même chose qu'en France? Le contentieux est faible. Par rapport au nombre de tests, le contentieux est très faible aussi. Mais il se heurte au même problème que nous. Mais et professeur... on a très très peu de dossiers qui suivent vraiment une voie officielle de demande de réparation. Là, c'est simplement on en est pour le moment au stade des déclarations auprès des assureurs. Après, la deuxième étape, lorsqu'on est sur une réparation d'un événement indésirable ça passe par le biais d'une expertise. Et là, on n'est pas dans ces cas-là. Là, il y aura, je pense, 2 choses. Il y aura le côté médical et le côté purement matériel de la réparation d'un préjudice matériel. D'accord. Et professeur Clouche et docteur Corrado, est-ce que vous avez connaissance de réclamations patients qui remontent sur vos laboratoires?
Oui, il y a toujours des réclamations, surtout s'il y a ces masses de tests, il y a toujours quelque chose, un prélèvement qui se trouve pas ou bien ou qu'il faut répéter. Mais les reproches sont surtout les réclamations sont pas nécessairement les patients, parce que pour les patients, les analyses vont d'une manière très vite. Mais où il y avait un mouvement social un peu agressif, c'était plutôt, mais disons, un problème politique qui est rentré dans le laboratoire, mais qui n'est pas notre problème. Disons, pour tous les pays de risque qui ont changé tous les semaines, les gens avaient besoin d'un test pour rentrer, pour voyager. Et ces gens-là, les voyageurs, étaient de dernière priorité parce que c'était pas des patients, c'était pas des contacts, c'était pas des professeurs, c'était pas le personnel médical. Alors eux, ils ont attendu. Il y avait plusieurs laboratoires qui pouvaient pas, qui étaient vraiment, il avait trop de tests, ils pouvaient pas, et les voyageurs ne recevaient pas les tests dans le temps où ils avaient besoin pour prendre l'avion. Alors eux, ils étaient vraiment mécontents. Mais eux, ce sont des problèmes personnels, ce ne sont pas des problèmes médicaux, et c'est plutôt des problèmes politiques. Je comprends très bien que dans ce temps-là, qui est très stressant pour tout le monde, on a besoin de ces vacances, peut-être plus que normal, mais il faut toujours voir les patients et ceux qui sont malades ont toujours la priorité. Hein. C'est pas possible de changer ce point-là. Docteur Corrado, c'est la même chose en Italie? Oui, en Italie, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui ont besoin d'avoir une analyse les 24 heures vont près les privés, les laboratoires privés, et c'est normal que quelquefois on doit répéter des essais. Mais nous sommes appréciés pour le travail que faisons et nous n'avons pas de problème avec l'agent, les personnes. Merci. François, est-ce que je vois une dernière question un peu technique. Est-ce que on se donne les 2 minutes pour la poser? Et puis après, on boucle l'émission. J'ai une question d'un de vos confrères français qui demande si vous avez harmonisé les interprétations des CT seuil de RT-PCR comme il a été fait en France. Alors peut-être que François, tu peux préciser ce qui a été fait au point de vue harmonisation. Mariam connaît le problème, c'est les seuils à laquelle on fait effectivement l'amplification et tout. Donc, est-ce qu'il y a une harmonisation en Allemagne entre vos différentes régions et, non, on ne peut pas faire. Oui, il y a certainement des recommandations du Robert Koch Institut qui correspond à l'Institut Pasteur en France, mais comme les réagents sont tellement hétérogènes et il y a toujours des restrictions et de matériel, on doit interchanger les nucléotides avec la polymérase de différentes compagnies, de différents procureurs. Comme ça, on ne peut pas vraiment standardiser. La valeur CT, c'est très, très dépendant des conditions de la PCR, aussi de la machine qu'on utilise. Et si on doit changer tout le temps le matériel, les machines, tout ça, c'est pas possible. Et comme ça, il n'y a pas, en ce moment, il n'y a pas d'harmonisation. Il y a les recommandations d'utiliser le CT de 30 comme cut-off, mais c'est pas scientifique. Hein, c'est juste une approche pour travailler. D'accord. Corrado, en Italie, est-ce que tu as un seuil de positivité? Non, nous n'avons pas de recommandations. C'est tout. Les décisions sont prises dans les laboratoires. Elles dépendent des tests qu'on emploie. J'ai déjà les dit. Le problème que nous avons, que je crois qu'il soit, c'est le nombre de cycles qu'on va faire.
parce que pour trouver des minimes quantités de virus, on va jusqu'à 45 cycles, mais tout ça n'est pas bon. Mais nous n'avons pas de recommandations. Chacun laboratoire va comme pense. Travaille comme je pense. Écoutez, merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci beaucoup à nos invités. C'est les charmes du distanciel. C'est toujours un peu l'aventure encore. On peut dire qu'on est des pionniers. Le plaisir de vous avoir aussi en Italie et en Allemagne, c'est quand même ça, c'est vraiment très, très sympa de pouvoir échanger comme ça. Merci à la MADP pour son éclairage aussi et son soutien qui est important pour cette émission. Et puis, un dernier mot pour vous signaler que cette émission peut être revue en replay sur la chaîne YouTube du SDB. Heureusement, parce que ceux qui ont attendu au début, comme ça, au moins, ils pourront revoir quand ils le veulent l'émission. Et puis, merci à tous ceux qui étaient malgré tout présents derrière leur écran en direct. Et à bientôt pour une autre émission à venir assez rapidement.